Bonjour tout le monde. Donc, merci encore une fois d'être avec nous dans cette réunion de présentation de l'appel à projet dans le cadre du projet Gouvernance, Paix et Stabilité de la Commission de l'Océan Indien. Donc, merci de l'intérêt que vous avez manifesté par rapport à cet appel, donc à travers la participation à cette réunion. Donc, le but de cette réunion, c'est de vous informer globalement sur les lignes directrices de cet appel et aussi de répondre à vos éventuelles questions. Cette séance n'est bien sûr pas obligatoire pour pouvoir soumettre un projet, c'est juste un plus. La séance d'aujourd'hui sera enregistrée, aussi partagée à ceux qui se sont inscrits et ça sera aussi mis en ligne. Pour ceux ou celles qui n'ont pas pu être présents, ils auront l'information comme vous. On propose de procéder en deux étapes. La première étape sera donc une présentation de l'appel. C'est en gros une reprise des lignes directrices que vous avez probablement déjà parcourues. Et un deuxième moment sera prévu pour vos questions. Pour le déroulement pratique, nous privilégions donc une prise de parole à travers d'abord vous allez soulever votre main, vous connaissez l'application, soit vous allez formuler votre question dans le groupe de discussion et on va parcourir les questions qui sont formulées. Donc, vous pouvez le faire au fur et à mesure que nous présentons et on va parcourir les questions et dans la mesure du possible, on répondra à ces questions-là pour que vous puissiez être à l'aise dans la réponse à cet appel. Donc, sans plus tarder, je vais peut-être brièvement me présenter. Je suis Eva Palmans, chef de projet de ce projet Gouvernance, Paix, Stabilité. Dans cette réunion, vous êtes aussi accompagné par les membres de l'unité de gestion de projet. Ce sont Johanna, Nirsou et Niam qui sont avec moi, qui seront aussi les interlocuteurs par la suite dans la mise en œuvre des projets. Et certains d'entre vous, vous connaissez déjà le projet, d'autres non. C'est pour cela qu'on va faire aussi un bref rappel de ce projet mis en œuvre par la Commission de l'Océan Indien. Alors, par contre, désolée pour ce petit problème technique. Ici, vous avez très brièvement la présentation du projet Gouvernance, Paix et Stabilité. C'est un projet qui a été lancé en février de l'année dernière, en 2022, et qui s'inscrit pleinement dans le rôle de la COI en termes d'accompagnement des États membres dans des domaines d'intérêt commun. Et donc, l'objectif général de ce projet est de promouvoir la paix, la stabilité et d'accompagner l'enracinement de la culture démocratique dans les États membres. Donc, il y a eu déjà plusieurs activités qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. Et donc, avec les institutions, surtout, on a travaillé avec les commissions électorales, avec les assemblées nationales, mais aussi avec la société civile. Il y a eu déjà quelques activités, mais c'est surtout cet appel qui veut vraiment mettre au centre les acteurs de la société civile. Et vous allez voir que les différents objectifs de l'appel répondent aussi aux objectifs plus spécifiques de ce projet. Je vais demander peut-être de l'assistance pour avancer parce que ça ne bouge pas. Désolée.
Donc, je vais me déplacer. Probablement, c'est un problème de connexion. Donc, ici, vous voyez les composantes du projet. Il y a 4 composantes de ce projet gouvernance, paix et stabilité. Donc, la première composante, c'est tout ce qui est lié à la prévention et médiation des crises. La deuxième composante concerne tout ce qui est l'appui aux processus électoraux. Et la troisième composante est aussi objectif et tout ce qui est renforcement des institutions démocratiques. Et le quatrième objectif, c'est plutôt le renforcement du rôle de la COI dans la promotion de la paix et donc, quelque part, renforcer le rôle de la COI dans ces différentes composantes. Maintenant, par rapport à l'appel à projet, comme vous avez pu lire dans les lignes directrices, en gros, vous allez voir que cet appel, et donc à travers les actions de la société civile qu'on invite à répondre à cet appel, c'est contribuer à ces différentes composantes. Donc, globalement, attendez, parce que là, l'écran a bougé. Attendez. Oui, ça c'est mieux. Donc, l'objectif global est donc de renforcer les acteurs dans le domaine de la prévention de crise, le processus électoral et la gouvernance démocratique. Donc, vous voyez les différentes composantes du projet à travers des actions s'inspirant des bonnes pratiques régionales dans l'espace de l'océan Indien. Et spécifiquement, il y a 3 lots, comme vous avez pu voir, ces 3 lots qui correspondent à ces différentes composantes du projet. Donc, le premier lot concerne les actions en termes de prévention de crise et de culture de paix. Donc ici, il s'agit des actions de sensibilisation et d'information favorisant la cohésion sociale, avec une attention particulière pour l'inclusion des femmes et des jeunes et pour la dimension régionale. Donc, et pour promouvoir justement cette identité de la région de l'Indien national. Deuxième lot concerne plutôt donc tout ce qui est les processus électoraux à travers des actions en lien avec l'éducation civique et électorale, donc pour contribuer justement à la participation inclusive aux processus électoraux à travers la mise en œuvre des stratégies et des actions d'éducation civique et électorale, toujours avec une dimension régionale là où c'est possible, à travers des partages d'expériences, et aussi à travers justement l'inclusion surtout aussi des femmes et des jeunes. Il y a quelqu'un dans le groupe qui dit qu'il n'entend pas. Donc, je ne sais pas si d'autres personnes ont ce problème. À notre niveau, en tout cas, je pense que tout marche. Donc, peut-être il faudra vérifier à votre niveau si toutes les opérations fonctionnent, parce que chez nous, en tout cas, tout semble OK. Donc, désolée pour ça. Et comme déjà dit, cette présentation sera aussi partagée et est aussi enregistrée. Donc, si jamais vous avez un problème technique, vous aurez accès à ces informations par la suite. Donc, troisième lot concerne la thématique de la gouvernance démocratique, qui est bien sûr un domaine assez large, mais où on encourage justement des actions de plaidoyer, de sensibilisation dans le domaine de la gouvernance, des droits humains, et surtout de travailler sur des enjeux communs dans la région de l'océan Indien, avec une attention de nouveau particulière pour les questions autour de l'inclusion des femmes et des jeunes dans la vie politique et publique. Maintenant, donc ça, c'est les objectifs de l'appel. Une deuxième information importante, donc il y a d'autres personnes qui parlent de problèmes de son. Comme j'ai déjà dit, malheureusement, à notre niveau, on ne peut rien faire. Donc, on va faire en sorte que vous aurez cette information par la suite. Donc, pour ce qui est les montants et la durée des projets à proposer, comme vous avez pu lire dans les lignes directrices, le montant indicatif global de l'enveloppe de la Commission de l'océan disponible pour les projets qui seront soumis dans ces 3 lots est de 450 000 €.
Et par lot, on a 150 000 euros qui peut couvrir donc les actions proposées. Et on invite les structures intéressées à soumettre des projets avec un minimum du budget de 30 000 euros et un maximum de 50 000 par demandeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si vous allez soumettre un projet seul, en tant qu'une organisation seule, c'est effectivement un maximum de 50 000. Maintenant, si vous allez vous associer donc avec un autre partenaire qui devient donc votre co-demandeur, vous pouvez donc par demandeur ou avec le co-demandeur aller jusqu'à 100 000 par projet. Donc, les deux acteurs peuvent ensemble soumettre un budget de 100 000. Mais il y a une condition pour cette enveloppe de 100 000, c'est que il faudra que le co-demandeur, donc l'organisation partenaire, soit d'un autre État membre que l'acteur qui porte le projet. Donc, s'il y a un projet qui est présenté par une organisation à Madagascar et il veut donc avoir une enveloppe qui va jusqu'à 100 000, il faudra que son partenaire soit d'un autre État, de la Comores, Seychelles, Maurice ou la Réunion. Après, il y a des informations que vous deviez lire attentivement à la page 11 des lignes directrices où on dit combien de demandes ou de demandes vous pouvez soumettre. C'est-à-dire, vous pouvez soumettre une proposition de projet dans chaque lot, mais pas deux projets en tant que demandeur ou co-demandeur dans un même lot, hein, ce qui est assez logique. Vous pouvez être co-demandeur dans plusieurs lots, mais pas de plusieurs projets dans un même lot. Pour la durée de mise en œuvre, il n'y a pas eu d'indication sur un temps minimum, mais le maximum, c'est 12 mois. Maintenant, pour les critères d'éligibilité, vous avez vu dans les lignes directrices, il y a des critères d'éligibilité qui concernent les acteurs. Quel type d'acteur peut répondre à cet appel? Quel type de coûts sont disponibles, sont éligibles? Donc, on va voir ça. Donc, pour commencer avec les acteurs, déjà pour la définition, donc le demandeur, c'est le chef de file. C'est celui qui va être l'interlocuteur direct de l'autorité contractante, en l'occurrence la COI, et il peut donc soumettre avec un co-demandeur. Le co-demandeur, c'est donc le partenaire quelque part de cette structure qui est le chef de file. Il faudra être, donc pour être éligible, une personne morale et être une structure à but non lucratif et être un acteur non étatique et plus précisément un acteur de la société civile sous toutes ses formes. Donc, et selon les caractéristiques nationales, donc le terme organisation de la société civile, on peut donner quelques exemples. C'est des organisations non gouvernementales qui œuvrent dans plusieurs domaines, mais ici, on vise donc les domaines de la promotion de la bonne gouvernance, des défenses des droits humains, des plateformes régionales aussi. Il y a des plateformes qui existent au-delà des frontières. Les organisations des femmes, des jeunes, les associations de médias, les fondations indépendantes. Toujours des structures à but non lucratif. Il faudra, pour être éligible, être établi dans un des États membres de la COI. Donc, les États membres de la COI sont l'Union des Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles, et c'est la France, mais au titre de la Réunion. Donc, c'est les acteurs établis à la Réunion qui sont éligibles. Et il faudra être légalement constitué avec des preuves en appui, hein, donc ça sera après demandé aussi dans la dernière étape, depuis au moins 3 ans dans un des États membres. Et bien sûr, comme le projet gouvernance et stabilité, c'est un projet régional, il est encouragé aussi d'inclure dans les propositions ces dimensions régionales. Parce qu'il y a d'autres types de financement qui existent dans vos États respectifs qui sont plus en appui aux actions de nature donc nationale.
Maintenant, par rapport, non, un avant, oui. Par rapport quels sont les critères d'éligibilité par rapport aux actions? Quel type d'actions sont éligibles et aussi quel coût? Par rapport aux actions, donc des personnes qui ont pu déjà lire attentivement les lignes directrices, vous avez des exemples par lot sur les pages 9 et 10. On ne va pas ici présenter ou lister toutes ces potentiels types d'actions qui sont éligibles. Ce n'est pas exclusivement ça, mais ça, vous avez une idée de quel type d'actions sont donc quelque part encouragées à proposer. Et par rapport au type de coût, donc vous avez trois catégories quelque part de coûts. Donc tous ces critères répondent aussi aux critères que certains d'entre vous connaissent bien. C'est un peu les règles aussi que vous voyez auprès de l'Union européenne. Ce sont un peu les mêmes types de critères. Donc ici, des coûts directs éligibles, ce sont donc des coûts qui doivent respecter les dispositions de l'article 14 des conditions générales. Donc, vous avez des explications détaillées de type de contrat avec aussi ces conditions générales dans l'annexe F. L'annexe F, qui est accessible à travers le lien qui se trouve dans les lignes directrices, fait référence au type de contrat avec des conditions générales où les types de coûts sont décrites. Et un guide de mise en œuvre et de gestion des contrats de subvention sera aussi transmis aux structures qui seront sélectionnées pour la mise en œuvre, et donc un accompagnement aussi sera prévu pour ces structures-là. Mais ce guide sera donc mis à disposition prochainement et peut donner vraiment toutes les indications nécessaires par rapport au type de coût éligible. Il y a, comme dans la plupart des projets, et je pense que vous êtes familier avec cette clause, en fait, c'est qu'il y a une possibilité de prévoir une réserve pour des imprévus. Mais comme vous le connaissez très bien, la mobilisation ou l'utilisation de cette enveloppe d'imprévu qui ne peut donc pas dépasser 5% des coûts directs éligibles demande toujours l'autorisation. Il faut demander toujours au bailleur, en l'occurrence donc la COI, l'autorisation de les utiliser. Et donc, il y a des cas assez spécifiques pour pouvoir utiliser cette enveloppe de réserve. Et la troisième catégorie, c'est les coûts indirects éligibles. C'est-à-dire, c'est un peu les frais de fonctionnement administratif, c'est des coûts qui sont difficiles à justifier par des pièces, mais que vous avez en tant que structure, éventuellement, ce n'est pas une obligation, mais il y a une possibilité donc d'avoir donc des coûts qui ne sont donc pas à justifier avec des pièces, mais qui sont nécessaires pour le fonctionnement et pour la mise en œuvre des actions proposées, à un maximum de hauteur donc de 7% du total estimé des coûts directs éligibles. Maintenant, on passe au slide suivant qui concerne les éléments de visibilité. Donc, comme pour tout projet, comme vous le savez, ceux qui sont expérimentés avec la mise en œuvre des projets financés par les bailleurs, il y a des règles à respecter en termes de visibilité, en termes de communication. Et c'est surtout concernant l'utilisation des logos, etc. Donc, il y aura des détails donnés dans un guide qui sera aussi mis à disposition des bénéficiaires de ces subventions. Donc là, pour l'instant, c'est ces informations qui sont communiquées, mais il s'agit en gros des logos de la COI, mais aussi de l'AFD, parce que ce projet qui est mis en œuvre par la COI est financé par l'AFD, l'Agence française de développement. Maintenant, très important, et donc on vous invite à bien inscrire quelque part ces dates là où c'est visible pour ne pas rater les étapes. Donc, quelles sont les différentes étapes pour la soumission d'une proposition?
En premier lieu, il y a la date de soumission de la première étape qui est donc l'étape de la note succincte. Donc, je peux donner quelques explications de plus là-dessus. Donc, la première date importante est donc le 11 décembre à 17 heures. Donc, c'est toujours l'heure de Maurice. La note succincte, c'est la première étape, c'est la partie A de l'annexe A que vous avez reçue dans les lignes directrices. Et donc là, il faudra soumettre pour pouvoir quelque part manifester votre intérêt de bénéficier des financements disponibles à travers cet appel. Il faut manifester votre intérêt à travers la soumission d'une note succincte, c'est-à-dire ces 5 pages, et vous avez les instructions très claires dans l'annexe A sur combien de pages par rapport à quelle partie, etc. Donc, on vous invite vraiment de respecter ces indications. Et donc, à travers ces 5 pages, avec aussi la déclaration à signer, vous allez voir ça dans cette annexe A, vous allez manifester quelque part votre intérêt pour être considéré à soumettre par la suite la demande complète. Il y a encore la possibilité, après cette séance, de soumettre vos éventuelles questions, mais par écrit. Donc, vous avez le temps jusqu'au 27 novembre de soumettre par écrit des questions spécifiques, parce que c'est souvent, en commençant le travail, vous seriez peut-être confronté à des questions que vous n'avez peut-être pas imaginées aujourd'hui. Donc, il y a cette possibilité de soumettre les questions. Les réponses à ces questions, tout comme les questions, seront publiées. Donc, si une organisation A pose une question, l'organisation B aura accès à cette question et aussi à la réponse pour que les chances sont équitables pour tout le monde. La réponse par rapport à la sélection des notes succinctes, c'est-à-dire des structures qui ont passé la première étape, sera faite au plus tard le 22 décembre. Donc, le 22 décembre, vous sauriez si vous avez pu être sélectionné pour passer à la prochaine étape, qui est donc la soumission de la demande complète. La demande complète, là, il y a un peu plus de travail à fournir. C'est la partie B de l'annexe A que vous avez, à laquelle vous avez eu accès. Et pour remplir donc cette demande complète, vous avez jusqu'au 9 février, avec aussi une possibilité de soumettre des questions. Et probablement, on va aussi organiser une session d'information avant donc, la date de soumission pour vraiment permettre de bien comprendre toutes les instructions. Et donc, les questions par écrit peuvent être transmises aussi avant donc, le 21 janvier. L'étape de sélection est donc de savoir si vous avez donc aussi pu passer cette deuxième étape et quelque part que vous êtes sélectionné pour une subvention. Ça sera le 13 février. Mais ce n'est pas la dernière étape. Il y a encore une étape et on va revenir là-dessus parce qu'il faudra après vérifier l'éligibilité de vos structures, c'est-à-dire de vraiment aller dans les détails des pièces justificatives sur les statuts. Est-ce que tout ce qui a été dit comme critère est respecté et on ne peut pas juste le prendre comme acquis parce que vous avez soumis. Non, les pièces seront demandées aussi par le bailleur, la COI et aussi par l'AFD. Donc, il y aura encore une étape de vérification entre cette sélection sur base de l'offre, sur base de la proposition et le contenu de vos propositions. Il y aura encore une étape pour vérifier l'éligibilité. Et normalement, si tout va bien, donc vers le fin mars, on peut donc vous notifier de la sélection définitive et avec de façon indicative, et on espère pouvoir respecter ces délais, donc une contractualisation en avril. Donc maintenant, quelques
informations ou encore des conseils, mais bien sûr, c'est des conseils qui vont un peu de soi. On vous invite vraiment de lire très attentivement les lignes directrices et bien sûr aussi les différentes annexes avec les instructions, de les respecter minutieusement, de vraiment bien vérifier si votre structure répond aux critères d'éligibilité ou sinon de voir comment vous associer à une structure qui répond. Euh, il y a pour les deux étapes, à la fois pour la note succincte et pour la demande complète, des listes de contrôle à remplir. En fait, ces listes de contrôle, c'est pour vous, pour voir si vous avez vraiment remplir toutes les étapes nécessaires et ça sert aussi, bien sûr, aux évaluateurs par la suite. Regardez aussi de près la grille d'évaluation. Donc, en toute transparence, il est déjà écrit dans les différents documents comment les propositions seront évaluées, selon quels critères, avec quels points, par rapport à quel type de partie, etc. Donc, on vous invite vraiment de bien voir ça. Et donc, encore une fois, pour la première étape, qui est donc la première étape, qui est la note succincte, il faudra remplir la partie A de l'annexe A, y compris donc la déclaration du demandeur. Il doit signer une déclaration, c'est une sorte de déclaration sur honneur. Et il faudra à ce stade-là, donc la première étape, seulement donner une estimation du budget total, c'est-à-dire donner un montant global de votre proposition. Et c'est seulement dans la deuxième étape que vous seriez demandé à présenter un budget détaillé. Et dans la deuxième étape, ce budget détaillé ne peut pas être vous ne pouvez pas différer de cette première proposition de plus de 30%. Donc, par exemple, vous avez présenté globalement un projet à 50 000. Si dans la deuxième étape, vous dites, ouf, là, on ne va pas arriver à 50 000, vous pouvez donc descendre, mais pas de plus de 30%, ni augmenter d'ailleurs. Donc, pour la demande complète, il faut, comme c'est déjà dit et comme c'est clairement indiqué dans les lignes directrices, remplir la partie B de l'annexe A et aussi l'annexe B qui est le budget. Vous avez déjà un modèle de budget qui est avec des différentes rubriques budgétaires qui est déjà préétabli et donc c'est à vous de le remplir. Et aussi, il y a déjà le modèle de cadre logique et on vous invite vraiment de suivre le modèle proposé. Bien sûr, peut-être vous avez d'autres types de modèles, mais ici, c'est vraiment pour uniformiser et pour faciliter aussi l'évaluation. On demande de respecter les modèles fournis. Donc ça, c'est pour la deuxième étape. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pour les structures qui sont provisoirement sélectionnées sur base de ces éléments-là, il y aura encore une demande de soumettre des pièces supplémentaires, notamment les annexes D et E, et d'autres pièces justificatives comme c'est indiqué à la page 22 des lignes directrices. Et sur base de tout ça, il y aura donc cette vérification d'éligibilité par le bailleur, comme j'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir finalement donc passer à la contractualisation. Et comme dernière information, pour avoir une idée déjà à ce stade de quel type de contrat la COI offre pour la mise en œuvre de ces projets, l'annexe F donne l'exemple de contrat type avec aussi les différentes conditions générales de ce contrat. Donc, c'est la fin de la présentation globale. Comme je disais, on n'a rien inventé dans cette présentation. Toutes ces informations se trouvent exactement pareil et beaucoup plus détaillées dans les lignes directrices. Mais maintenant, on peut donc ouvrir aux questions. Je vous invite vraiment à soit donc mettre vos questions dans le groupe de discussion ou sinon de lever la main pour donc permettre d'organiser la prise de parole parce qu'on est nombreux. Donc, on va déjà dans un premier temps voir dans le groupe de discussion s'il y a des questions formulées. Non, il n'y en a pas.
Donc, si maintenant vous avez des questions par rapport à ce qui a été présenté, mais aussi par rapport à ce que vous avez pu lire dans les différents documents, la parole est maintenant à vous. Apparemment, il y a Hakim qui souhaite prendre la parole. Donc, je vais peut-être arrêter le partage pour que... OK. Hakim, on vous écoute. Oui, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? C'est un peu coupé, on va essayer et sinon on va vous inviter à mettre votre question dans le chat parce que Est-ce que vous là, m'entendez? Est-ce que vous oui, m'entendez oui, maintenant? ça va un peu mieux. On va essayer. Ouais, ouais. Non, bonjour tout le monde. Et merci pour cette brève présentation. Ma question, elle est simple. Quand vous dites d'inclure des dimensions régionales dans tout ce qu'on fait, voilà, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dois faire un projet seul, sans co-demandeur, mais je dois démontrer que ce projet aussi peut être mis en œuvre dans un autre pays de la région. Je n'ai pas compris. Je voulais beaucoup d'explications sur ce point. Merci beaucoup pour cette question. Je vais peut-être tout de suite répondre pour ne pas accumuler les questions et peut-être aussi pour éviter qu'il y ait les mêmes questions qui se posent. Exactement. Donc, vous êtes, c'est pas une obligation, mais c'est une opportunité plutôt. Il faudra le voir peut-être comme ça parce que je pense que vous avez l'occasion de mettre en œuvre des projets peut-être plus dans votre pays en tant que tel. Mais ça peut être, par exemple, si vous pensez que les acteurs d'un autre État membre peuvent être utiles pour partager une expérience. Par exemple, vous êtes aux Comores et vous dites, ah, mais je sais qu'à Madagascar, ils ont fait ça. Peut-être de faire venir ou de faire en sorte que vous ayez un échange avec les acteurs qui ont fait quelque chose qui peut vous inspirer. Ou si vous arrivez à avoir une organisation partenaire d'un autre État, de faire une activité qui peut être conjointe dans l'un des États, mais avec des acteurs des deux pays. Ça peut être organisé une conférence ou une réflexion sur des enjeux qui concernent pas seulement votre pays en tant que tel, mais la région. Il y a plusieurs enjeux dans les domaines qui concernent cet appel qui sont communs, avec des enjeux communs. Donc, comment apprendre ou comment faire bénéficier d'autres de cette réflexion. Donc, c'est un peu être créatif par rapport à ça parce qu'on est très conscient que le budget est assez limité par rapport à une vraie dimension régionale, mais c'est un peu un pilote pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Et donc, on vous encourage d'être un peu créatif à travers les contacts que vous pouvez avoir aussi. Ça peut être aussi organiser des échéances plus virtuelles. Il faut effectivement utiliser un peu la créativité par rapport au budget disponible, mais on vous invite de réfléchir à ça, en tout cas. J'espère que c'est assez clair. Ok, ok, j'ai compris, j'ai compris. Donc ça sera pas forcément de se déplacer, mais on peut aussi, si le budget ne le permet pas, d'organiser des réunions virtuelles justement pour faire bénéficier les autres pays de la région de l'expérience ou Ok, j'ai compris, j'ai compris. Ça va. Merci. Très bien. Tout dessous, vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour. Merci Bonjour. beaucoup pour la présentation. C'est juste une question par rapport à la longueur de la note succincte qui est fixée à 5 pages, mais en comptant depuis le tableau et jusqu'à la déclaration du demandeur, on dirait que ça dépasse un peu. Et c'est juste pour voir, est-ce qu'on peut enlever les instructions ou il faut reprendre l'annexe telle quelle?
Merci pour la question, tout à fait. Donc, par exemple, la déclaration déjà ne fait pas partie de ces 5 pages. Donc, ça, c'est un document vraiment à part à signer. Ça ne fait pas partie de ces 5 pages. Donc, pour les instructions, en fait, ce qui est à retenir, c'est les questions. Donc, pour que, en tant qu'évaluateur, on peut situer votre... En fait, l'idée, c'est de quand même essayer de répondre à toutes ces questions. Et donc, c'est assez clair. On dit pour la première partie, autant de pages par rapport à tel et tel point à développer. Donc, l'idée, c'est de laisser quand même les traces ou de formuler dans votre réponse à quelle question vous répondez, parce que c'est vrai que les instructions en tant que telles peuvent déjà prendre la place, mais c'est de démontrer que vous répondez à tous ces points, parce que c'est pas juste un titre et après, non, il y a plusieurs sous-titres, donc il faut à travers votre narratif, répondre et vous pouvez juste peut-être mettre en gras par rapport les sous-thématiques. C'est pas nécessaire de reprendre chaque fois toutes les questions, ça c'est sûr. Mais il faudra effectivement respecter les 5 pages. Ça, et c'est aussi indiqué dans quelle police. Si je ne me trompe pas, c'est Arial 10. C'est un peu le classique. Hein. Je pense que ceux qui ont déjà soumis des projets pour l'Union européenne ou d'autres, c'est pour vraiment être en tant qu'évaluateur le plus objectif que possible parce que sinon, bon, ça devient un peu compliqué pour comparer, vous comprenez. Mais si je prends ici, par exemple, la note donc, bien sûr, les tableaux en tant que tels ne font pas partie de ces 5 pages. C'est vraiment là où c'est écrit 1.2, par exemple, la description de l'action, maximum 2 pages. Bon, il faut que ça soit maximum 2 pages. Intérêt de l'action avec tous ces sous-points, maximum 3 pages. Donc, on se réfère à ça. On ne réfère pas au tableau qui est là sur la première page où il faut écrire le nom. Bon, non, ça ne fait pas partie. Donc, on parle du narratif en tant que tel qui doit ne pas dépasser les 5 pages. Très bien, merci beaucoup. Il y a d'autres questions en ligne de chat. Alors, oui, oui, oui. Alors, il y a bonjour tout le monde. Il y a une question de Aristide, président de l'ONG Tahez. Juste une petite question. Avez-vous un canevas pour élaborer le projet et la cible n'est-elle pas limitée? OK. Donc, effectivement, si on a bien compris la question, donc, comme vous avez pu suivre dans la présentation, il y a 2 parties. Hein. Donc, la première partie, pour quelque part manifester l'intérêt que vous êtes intéressé à bénéficier de ces subventions, il y a une note succincte qui est demandée de présenter. C'est-à-dire, comme on parlait, il faut aller à la partie A de l'annexe A, où c'est très clairement écrit quel est le canevas. Donc, il y a d'abord 1.1, c'est le résumé de l'action. Donc, il faut remplir le tableau. Par la suite, il faut répondre, comme je disais tout à l'heure, en 2 pages à la description de l'action avec les différents sous-points et en deuxième partie, en 3 pages, d'écrire tout ce qui est l'intérêt de l'action. Il y a déjà quelque part un canevas parce que on a des sous-points qui sont mentionnés et donc ça va guider la description de votre note succincte. Et si vous êtes donc sélectionné par rapport à cette première étape, il y a effectivement un canevas très clair pour le développement du projet en tant que tel. Donc là, ça se trouve dans la partie B de l'annexe A, où c'est vraiment écrit description de l'action de nouveau, 13 pages avec les différents sous-points. Après, approche de la mise en œuvre, 5 pages maximum, et on guide en fait avec les différentes sous-questions de qu'est-ce qu'on voudrait pouvoir lire dans ces parties-là. Après, on donne aussi le canevas pour un programme de travail indicatif. Hein. Donc, si par exemple, vous avez un projet sur 12 mois, il y a donc un canevas à remplir. Mois 1, je compte faire ça, mois 2, ça, etc. Et il y a aussi un chapitre sur la pérennité de l'action. Et par la suite, il y a les annexes. Il y a un canevas pour le budget,
qui se trouve dans l'annexe B. Donc, c'est vraiment demandé de suivre ce modèle-là. Il y a des différentes rubriques déjà qui sont considérées les ressources humaines, les voyages, tout ce qui est salle de conférence, etc. Et après, il y a aussi un canevas très clair pour le cadre logique. Hein. Donc, c'est vraiment les modèles un peu classiques qui sont utilisés ici pour dire dans ce canevas-là, quel est votre objectif global, quels sont les indicateurs pour le vérifier, la réussite de ou contribuer à la réussite de cet objectif global, les objectifs spécifiques avec les indicateurs, les moyens de les vérifier. C'est vraiment, tout est en fait très clairement décrit et effectivement, ce sont des modèles à suivre. Donc, c'est très important de respecter ces canevas, justement. Je vais continuer avec les questions dans notre chat. Désolée pour la mauvaise connexion chez nous. Ma question, est-ce que le demandeur peut faire son projet à un pays, exemple Madagascar seulement? Voilà une question de Claire Sabouti. Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'obligation de faire l'action dans plusieurs pays. Vous pouvez le faire dans votre pays, mais à voir comment, peut-être, comme on disait tout à l'heure en répondant à la question d'Hakim, essayer de faire l'exercice de voir un peu si vous travaillez sur une thématique qui peut être sur un enjeu qui concerne votre État, mais de voir aussi peut-être d'ouvrir un peu, est-ce que les autres États sont confrontés aux mêmes défis, comment ils y répondent, et de peut-être, dans votre démarche de mettre en œuvre l'action, de chercher un peu la dimension régionale, c'est-à-dire de chercher, de montrer que vous avez aussi cherché des exemples des pays de l'océan Indien. L'idée, c'est de vous encourager à aller un peu au-delà de vos frontières. On sait que le budget est limité, mais de façon créative, de voir quand même comment vous ouvrir vers ces autres États membres, parce que on a constaté un peu que souvent, on ne connaît pas trop ce qui se passe dans les autres pays. Donc, ça peut être aussi de voir comment travailler avec des journalistes, par exemple, qui vont faire des émissions pour faire connaître un peu certaines réalités ou faire des conférences qui peuvent se faire en ligne. On sait très bien que le budget est limité pour faire quelque chose de grandiose au niveau régional. Mais en tout cas, vous pouvez faire l'action dans votre État membre, mais ça serait bien de penser un peu au-delà et de chercher comment ce genre d'actions se font par d'autres et d'inviter, par exemple, un partage à travers une personne que vous pouvez inviter ou une structure qui peut intervenir d'une façon ou d'une autre, soit directement ou en ligne. Donc, on encourage parce qu'on pense que c'est une opportunité d'apprendre des autres, mais bien sûr, c'est pas une obligation en tant que telle, c'est encouragé. Encore deux questions avant de passer à Hakim. Le nombre de co-demandeurs peut-il changer entre le moment de la soumission de la déclaration succincte et la soumission finale? Deuxième question de la même personne. Une question relative au timeline. Les réalisations de projets sont censées commencer et se finir quand? Ça, ce sont deux questions qui nous viennent de Anjanena Ramanatwan. Merci pour ces questions. Donc, pour la première question, non. Ce qui peut changer entre la note succincte mais c'est un peu contraignant. Il y a des indications dans les lignes directrices. Par exemple, si une structure A s'est présentée dans la note succincte comme demandeur et la structure B comme co-demandeur, et en fait, dans l'étape suivante, vous êtes sélectionné et vous dites « Ah, mais c'est mieux que ça soit l'inverse, que ça soit B qui soit demandeur et A qui soit co-demandeur. » Il y a une possibilité de changer ça, mais c'est bon, on invite vraiment à réfléchir. Là, vous avez quand même un peu de temps encore de voir comment au mieux donc porter les actions que vous voulez présenter. Et bon, toute modification par la suite va compliquer le processus. Donc, essayez de réfléchir déjà maintenant à comment vous associer ou comment
porter avec des structures partenaires une proposition, mais ne pas proposer des changements entre les deux tours, parce que ça va un peu biaiser l'évaluation, parce qu'on a évalué et sélectionné sur base d'une proposition X, et si entre les deux étapes vous allez changer, ça peut être remis en cause aussi par d'autres qui disent mais c'est pas correct parce que c'était quand même pas comme ça que ça a été présenté. Donc pour éviter toute accusation aussi d'être biaisé par la suite, on n'autorise pas trop de changements, sauf par rapport au budget, comme je disais. Si vous avez présenté un budget global dans la première étape qui est d'un X montant, mais quand vous allez élaborer le budget de façon détaillée, vous voyez qu'en fait, ça ne va pas être tout à fait cette somme-là, mais vous pouvez varier jusqu'à 30% de différence. Hein, donc ça, c'est autorisé. Par rapport à la deuxième question, le timeline, donc les différentes étapes, donc il y a un calendrier qui se trouve dans les lignes directrices avec les différentes étapes, et comme j'ai présenté tout à l'heure, idéalement, la contractualisation et donc le démarrage des projets sélectionnés se fait en avril 2024. Je dis idéalement parce qu'il y a certaines étapes qui dépendent pas de nous, et c'est surtout cette étape de vérification de l'éligibilité par rapport aux pièces justificatives. Donc, ça va dépendre aussi un peu de la rapidité d'avoir toutes ces pièces, etc. Mais avril est donc la date indicative pour le démarrage, et après, ça dépend de la durée que vous proposez. C'est un maximum de 12 mois. Donc, si vous proposez 12 mois, bon, ça va aller jusqu'à avril de l'année d'après. Si c'est 9 mois, bon, ça va être 9 mois. Il y a toujours la possibilité, comme vous le connaissez, ceux qui sont familiers, par exemple, vous avez fait une proposition de 9 mois, je dis. Et après, vous allez constater, après le 7e mois, que vous n'allez pas arriver à terminer le projet dans les 9 mois. Vous pouvez demander une extension sans coût supplémentaire, c'est-à-dire vous gardez les mêmes budgets, mais vous allez étendre le temps. Et on va décider ensemble de combien de temps est nécessaire pour pouvoir réaliser le projet. Mais donc, dans un premier temps, vous ne pouvez pas proposer un projet qui va au-delà de 12 mois. Hakim? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, donc moi, ma question, c'est toujours par rapport au co-demandeur. En fait, donc, première question, le co-demandeur ne peut jamais être de même pays. Ça doit être d'un autre pays membre. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, moi, par exemple, dans mon ONG, j'ai des partenaires à Maurice, par exemple, aux Seychelles, mais qui n'ont pas été à Matana à l'atelier, mais qui ne font pas partie aussi de Respire. Est-ce que aussi ce genre de co-demandeur peut participer au projet? Donc, pour la première question, effectivement, le bailleur a souhaité que justement, et c'est un peu pour encourager justement la dimension régionale, que s'il y a donc deux structures qui se présentent ensemble, que ça soit effectivement des États membres différents. Donc ça, oui, pas un demandeur avec un co-demandeur du même pays, effectivement. Et pour la deuxième question, oui, tout à fait. En fait, cet appel est un appel vraiment ouvert en respectant les critères d'éligibilité tels que c'est écrit dans les lignes directrices, mais ça ne se limite pas du tout aux structures qui ont déjà pu bénéficier d'une formation ou d'une intervention ou d'un contact avec la COI. Pas du tout. C'est vraiment ouvert. Donc, si vous avez des partenaires qui n'ont pas encore été dans le projet GPS, bon, bien sûr, et ça, vraiment, c'est pour cela que c'est un appel justement ouvert. Et on va être objectif hein, dans ça. C'est pas parce que vous avez pu bénéficier déjà d'une formation ou quelque chose qu'on va maintenant dire ils sont privilégiés. Non, l'idée c'est que ça soit un appel qui donne la même chance à toute structure qui œuvre dans les domaines proposés par les 3 lots et qui répondent bien sûr aux critères bien définis en termes d'acteurs, en termes de coûts, en termes d'action, etc. Donc, ouais. Merci Eva, merci, j'ai très bien noté et j'ai bien compris. Merci beaucoup. Pour poursuivre avec les questions de Arnzatou Ratim, bonjour, juste une précision. Pour précision, est-ce que le demandeur principal peut-il postuler pour 2 lots différents? Tout à fait.
effectivement, donc à la page, je ne me rappelle pas maintenant, est-ce que c'était page 11, je ne sais plus exactement, mais vous allez voir dans la ligne directrice, il y a un paragraphe qui parle de nombre de demandes que vous pouvez, donc, ou de propositions que vous pouvez soumettre, et vous pouvez, en tant que demandeur, soumettre un projet, mais pas dans le même lot, bien sûr, mais dans différents lots. Et c'est la même chose pour les co-demandeurs. On peut être co-demandeur dans des projets différents. Par exemple, dans lot 1, vous êtes co-demandeur d'un tel projet, dans lot 3, d'un autre projet, mais pas jamais deux propositions de même entité dans le même lot, parce que là, vous êtes en concurrence avec vous-même, c'est assez évident. Donc ça, je pense que c'est assez clair, mais dans les lots différents, oui. Une question de Fidèle Mamoun, est-ce que le rapport d'audit sera obligatoire pour le demandeur principal à l'étape de remise de projet complet? En fait, ce qui est écrit, c'est qu'il faudra, ça fait partie justement de cette étape de vérification d'éligibilité. Donc, le bailleur a exigé effectivement que, bon, que la structure qui va porter le projet soit une structure qui, bon, comme je disais, qui a au moins 3 ans d'existence juridiquement donc établie, etc., hein, pas juste comme ça, mais vraiment de façon légale, et qui a quand même une certaine expérience en termes de gestion budgétaire, et donc qui peut présenter donc des comptes certifiés, audités, bon, qui est des comptes qui sont déjà, qui ont été soumis à des vérifications externes à la structure. C'est un peu pour avoir la garantie du bailleur d'avoir des structures qui sont quand même assez solides et qui ont une certaine expérience, etc. Même si peut-être les montants sont relativement faibles, il y a des exigences quand même assez importantes par rapport à cette partie-là. Donc oui, il faut pouvoir présenter, c'est clairement indiqué dans les pièces, je pense que c'est page, c'était quoi, page 22? Oui, c'est écrit. Donc, on demande pour les pièces à fournir quand vous avez passé toutes les étapes qu'il faut bien sûr les statuts, bon, avec les différentes pièces, la pièce d'identité du président, etc. Donc, bon, ça. Mais après, c'est écrit, point 2, une copie des états financiers audités et ou, donc, ou certifiés les plus récents du demandeur chef de file. Donc, certifié, audité, bon, quelque chose de quand même un peu officiel. Donc, oui. Hakim, Oui, je pense que j'ai peur que j'ai raté un épisode là. Concernant le co-demandeur, moi par exemple, si avec Conseil de la paix, je dois soumettre un projet sur, en tant que, dans le domaine, en fait, au niveau du lot 1, prévention des crises et culture de la paix, est-ce que le co-demandeur, c'est-à-dire le gars, la structure avec laquelle je travaillais, de Maurice, par exemple, ou de Seychelles, est-ce qu'il pourra présenter aussi, son projet sera aussi dans le même lot? C'est ça, en fait, j'ai raté ça. Je pense que vous avez parlé de ça tout à l'heure, après ma réponse, mais j'ai raté ça. Est-ce que mon associé, c'est-à-dire le co-demandeur à Maurice, peut aussi présenter le même? Parce que j'ai compris que moi, si je présente un projet sur le lot 1, c'est que mon co-demandeur qui est dans l'autre île, il va aussi travailler on va travailler ensemble dans ce domaine. Mais apparemment, oui, j'ai entendu que le co-demandeur doit présenter dans un autre lot. J'ai pas compris. non, en fait, il faut être logique. La logique veut qu'il ne faut jamais se mettre en concurrence avec soi-même. C'est-à-dire, toi, OK, en tant que structure A, tu vas soumettre un projet avec la structure B d'une autre île, OK? Donc, la structure B devient ton co-demandeur. Vous allez soumettre dans lot 1. Le co-demandeur de la structure B peut soumettre peut se mettre ensemble avec une autre structure, mais dans un autre lot. Par exemple, dans lot 2, il va se mettre avec structure C, mais pas dans le même lot. Tu ne peux pas être co-demandeur deux fois dans le même lot, ni demandeur deux fois dans le même lot. Mais tu peux être, en tant que structure A, demandeur dans lot 1, 2, 3,
avec des co-demandeurs différents ou de même, ça c'est à vous de voir, mais jamais dans le même lot, le co-demandeur qui s'associe à vous dans lot 1 et qui va présenter en tant que demandeur dans lot 1 un autre projet, mais ce n'est pas très intelligent parce que comment on ne va jamais donner une subvention à deux structures, même si c'est co-demandeur ou demandeur, deux projets de la même structure dans le même lot. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut toujours regarder ça en tête. C'est assez bien expliqué à la page 11 des lignes directrices. Ah, ok, donc ça veut dire que moi, quand c'est de la l'AP, si je présente un projet lot 1, ça veut dire le lot A, ça veut dire que mon co-demandeur, on présente le même projet ensemble, mais d'une autre île. Mais lui, en revanche, il ne peut pas présenter en tant que demandeur initial dans le même lot avec un autre projet. C'est ça, en fait. Oui, 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 c'est ça, tout à fait. Oh, ok, merci. Il y a une question, je vais poser deux questions. Il y a une question de Claire Sapot qui revient sur les co-demandeurs. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un co-demandeur? Sinon, il y a une question de Anjiana Tenena Njumapand qui demande est-ce qu'une nouvelle structure peut soumettre une proposition? Pour la première question, non, il n'y a pas d'obligation d'avoir un co-demandeur. Donc, mais il faudra alors voir quels sont les coûts maximums. Donc, si vous êtes seul en tant que demandeur, votre projet ne peut pas dépasser 50 000 euros. Si vous avez un co-demandeur, vous pouvez être jusqu'à 100 000 parce qu'on considère toujours maximum 50 000 par structure. Donc, c'est ça la seule chose. Donc, vous pouvez soumettre seul, il n'y a pas de restriction là-dessus. Par rapport à la nouvelle structure, ça dépend de ce que vous entendez par nouvelle. Si nouvelle, ça veut dire depuis 5 ans, il n'y a pas de souci. Même depuis 4 ans, depuis 3 ans, ça devient un peu limite. Mais parmi les conditions d'éligibilité, c'est écrit qu'il faut exister légalement, donc être enregistré en tant que structure, être avec les statuts et tout ça, reconnaissance de l'État et tout ce qu'il faut en tant que structure de la société civile, depuis 3 ans. Donc, si vous êtes une nouvelle structure, c'est-à-dire créée depuis 1 an ou quelque chose, vous pouvez voir si vous pouvez être associé à une action d'une structure qui répond à ces critères de minimum 3 ans. Mais en tant que porteur du projet, malheureusement, les critères sont fixés à 3 ans d'existence. D'autres questions? Comme on a écrit dans les lignes directrices et comme c'était présenté tout à l'heure, vous pouvez, parce que souvent c'est en faisant que d'autres questions surgissent, donc vous avez dans le tableau de calendrier en fait avec les différentes étapes, vous avez les dates en termes de soumission des questions par écrit. Donc vous pouvez soumettre des questions par écrit à travers les adresses qui sont indiquées jusqu'à 27 novembre. Donc, vous pouvez poser vos questions. Vous aurez la réponse, mais ça sera une réponse qui sera donnée après avoir reçu toutes les questions. Et ça sera des réponses publiques. Donc, on va mettre ça sur le site, on va créer un lien. Donc, c'est à vous après de consulter aussi le site régulièrement pour voir s'il y a des mises à jour par rapport à des questions, réponses, etc. Mais normalement, ça sera, donc le 27, c'est le dernier jour de pouvoir recevoir des questions. Le 28, si tout va bien, on va publier donc les réponses. Mais n'hésitez pas de voir aussi entre vous un peu je pense qu'il y a déjà des liens qui se sont créés entre les différentes structures. Et encore une fois, les lignes directrices sont un peu les mêmes que certains ont déjà vu en proposant des projets de l'Union européenne. Donc, si jamais vous avez des doutes, etc., essayez aussi de voir avec des structures partenaires
parce que quand même l'Union européenne a financé quand même plusieurs structures dans les États membres de la COI. Donc, il y a sûrement des structures entre vous qui sont familiers avec ce genre de directives. Donc, mais encore une fois, n'hésitez pas donc de formuler par écrit les questions avant le 27 novembre. Plus de questions? Très bien, mais en tout cas, encore une fois, merci beaucoup pour votre intérêt et on ne peut que vous encourager à soumettre vos propositions. Donc, c'est ça qu'on peut vous souhaiter. Bon courage et bonne inspiration surtout aussi. Et bon, dans l'espoir de pouvoir collaborer avec vous prochainement. On vous dit au revoir et une bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Au revoir.